Vous écoutez Baoculture Radio, des podcasts dédiés à la culture du bâti, à écouter sur espatium.ch. On est dans un lieu où on relie la nature et la culture de façon très... On tisse un lien entre nature et culture. On a souvent tendance à opposer ces deux choses. Ici, c'est très fort, c'est l'un ne dit pas sans l'autre. Bonjour, cette semaine nous sommes allés faire un petit tour du côté de BEX, dans le canton de Vaud. Visiter le magnifique parc Silassi, qui accueille cette année l'exposition triennale en plein air B-Art. C'est l'occasion de méditer sur l'interaction nature-culture, bien sûr, mais pas seulement, car les artistes invités à cette édition traitent du rapport au vivant, au sol et sa géologie, et même à la géopolitique des plantes, en prenant soin de rester dans le thème Genius Loci, autrement dit, les génies du lieu. Il s'agit de la 16e édition déjà. Après près de 50 ans, B-Art est devenu une institution. Mais cette année, pour la première fois, la commissaire n'est pas historienne de l'art, mais architecte de formation. Un choix qui dit quelque chose de ce que cette édition veut être. Une exposition où les œuvres ne sont pas posées dans le décor, mais où elles poussent du sol comme les arbres centenaires qui les entourent. Bonne écoute sur Baoculture Radio. Je suis avec Monique Keller, qui est architecte et commissaire d'exposition, co-commissaire de B-Art 2026. Donc il y a une exposition triennale qui se déroule en plein air dans un parc au nord de B. Comment s'appelle ce parc, Monique ? Alors, c'est le parc de Silassi. Il s'appelle comme ça parce que c'est la famille qui a habité ici, qui a habité ce parc. C'est la famille de Silassi. Bon, il faut savoir qu'à l'origine, c'était plutôt la famille Hope. Ces deux femmes aristocrates anglaises qui sont arrivées dans ce parc. Le parc initialement, enfin l'endroit avant, évidemment, bien sûr, c'était pas un parc, s'appelait Ensoressé, qui veut dire sur le rocher, sur le rocher. Ah oui. Donc on est littéralement sur un rocher, ça veut dire que sous le parc, il y a une couche de cailloux plutôt calcaires. De gypse, comme on l'a vu, entre autres, ouais, de calcaire, de gypse. C'est pour ça que la région, elle est très connue pour son sel, les fameuses salines de B, mais aussi pour son gypse. D'ailleurs, si on regarde derrière nous, on voit en fait cette colline et en fait il y a une mine de gypse, pardon. On extrait le gypse et on le fait descendre avec un téléphérique dans l'usine Fixit qui le transforme en plâtre, et c'est évidemment un matériau très utilisé dans la construction. Tu peux nous raconter l'histoire peut-être de B-Art, allez. Alors en fait, effectivement, c'est un parc qui a été construit, on va dire, construit, c'est difficile de parler pour un espace naturel, de parler de construction, mais quand même qui a été pensé, on va le dire comme ça, en 1830, entre 1830 et 1840, quand ces femmes sont arrivées à B. Il faut savoir que B était situé aussi sur le Grand Tour, hein, c'était une étape importante sur le Grand Tour, donc les Anglais, quand ils arrivent dans les Alpes, on est ici à la porte des Alpes. D'ailleurs, on a la vue sur les grands sommets, que ce soit la cime de l'Est, l'aiguille d'Argentière, la Dent de Morcle, le massif de Diableret. Et donc quand elles arrivent ici, elles tombent amoureuses de cet écrin incroyable, cette espèce de balcon comme ça, avec cette vue sur la vallée, sur la ville de B. Et elles s'installent, et effectivement il y a une première génération, donc ces deux femmes, la fille tombe amoureuse du cocher, il y a un accident avec la carriole et le cheval, enfin voilà, et il la rattrape dans le virage, et voilà, en tout cas c'est l'histoire qui le veut comme ça. Et donc à partir de là, ce couple adopte une fille qui elle-même aura une descendance nombreuse, puisqu'elle épouse le comte, je crois que c'est un comte, je ne vais pas dire ici, Jules de Silassi, qui est donc un aristocrate hongrois, et d'où le nom de ce parc. Donc il y a une descendance assez nombreuse. Malheureusement, il y a des histoires aussi assez tristes, c'est-à-dire la mère, enfin la descendante des femmes Hope,
la première génération, il y a une des mamans qui décède en couche et donc les enfants repartent en Hongrie à la fin du 19e siècle. Et le parc ensuite vit sa petite vie, il est mis en fermage, etc. Il sert un peu de lieu de production, c'est plus forcément un lieu d'agrément. Alors ce qu'on voit autour de nous, c'est vraiment des arbres majeurs, ou remarquables, et qui sont en fait des arbres aussi totalement exotiques, puisque c'était la mode à la fin du 19e siècle d'aller en fait, c'est lors des explorations botaniques, on allait chercher des graines. Donc vous avez un cèdre ici, vous avez des pins noirs plus bas, vous avez un pin de l'Aussonne, vous avez même un séquoia, il y a un thuya géant, il y a toute une série d'essences qui nous viennent d'Amérique du Nord et d'Asie qui ont été importées et qui évidemment à l'époque ont été plantées. Ce sont des graines, il y a encore les serres qui existent là, qui ont été plantées, qui ont été cultivées et qui ont été minuscules. Et ensuite effectivement les descendants de la famille ont dans les années 60 offert le parc en donation à l'État de Vaud. Et l'État de Vaud y a mis la maison des jeunes. L'institution pour enfants, pour jeunes en difficulté habite ici dans l'ancien manoir qui a été agrandi par Bonnard et Veufray. Et le parc n'est pas un parc public, c'est un parc privé. Mais tous les 3 ans, effectivement, l'État de Vaud donne la permission à la Triennale de Béart d'investir le lieu pour en faire une exposition. Il faut savoir que l'exposition a bientôt 50 ans, donc on est à la 16e édition. Donc voilà, c'est une institution qui date déjà, qui est bien ancrée ici dans le paysage bellerin. Je fais principalement la sculpture et le gypse, c'est quelque chose que j'utilise depuis longtemps en forme de plâtre. Mais je suis aussi très intéressé par... Hunter Lange, lui, il est sculpteur, il s'intéresse au gypse. Et pour réaliser son intervention dans le parc Szilasig, il a littéralement creusé sous ses pieds, à des endroits où il a découvert en fait du gypse à 1 mètre, 2 mètres de profondeur, qui a un aspect très sculptural et qui ressemble à une fouille archéologique. Du gypse et c'est transparent. Mais j'espérais trouver ça. Et après, j'aime beaucoup aussi ce type. Et donc on cherche des interventions qui sont à mi-chemin entre l'architecture, du paysage, peut-être c'est plutôt des artistes en priorité, mais qui ont quand même une relation toujours avec la terre, le site, le paysage alentour et le végétal. Alors, l'idée de départ, c'était de dire, peut-être ce qui est nouveau, c'est que peut-être pour la première fois, ils ont fait appel à quelqu'un qui n'est pas historienne de l'art. Donc moi, je suis architecte, et j'ai une pratique d'exposition dans l'espace public, une pratique qui est très liée au contexte. Donc je travaille toujours avec des personnes qui interviennent de manière très contextuelle. Et donc, lorsqu'on m'a demandé d'intervenir ici à Béart, bien sûr, c'était dans cette idée-là. Mais ça reste totalement de l'art contemporain, puisque à part peut-être un duo d'architectes, tous ont une pratique reconnue d'art contemporain, etc. Donc c'est quand même très différent d'autres. Ce sont des œuvres situées, on dit site spécifique quand même. Exactement, ce sont des œuvres site spécifiques, ce sont des œuvres situées, puisque justement c'est notre façon de travailler avec le contexte. Donc déjà la démarche première a été de définir un parcours et de faire visiter aux artistes le parcours avec des sites qui nous paraissaient intéressants pour eux. Et ensuite les artistes choisissent ces sites et ont développé à partir de là une œuvre totalement site spécifique, comme tu le dis, ou in situ, ou voilà. Enfin, c'est pas du land art non plus. Alors non, le land art, on en est assez loin. Ce sont des interventions qui sont
qui sont pluridisciplinaires. Donc il y a du son, il y a de la photographie, il y a de la vidéo, il y a des interventions qui sont justement qui travaillent beaucoup sur la matérialité du parc, qui mettent en avant le sol, le végétal, etc. Mais aussi d'autres interventions qui travaillent de façon plus sur la mémoire du lieu. Par exemple, l'œuvre de Lang-Bowman fait référence justement à cette figure triptyque. C'est la mère, la fille et le cocher, en rappelant en fait le langage de la sculpture monumentale, etc. qui était là en fait à Béart initialement. Il faut savoir qu'à l'époque c'était des artistes sculpteurs, la plupart évidemment des hommes, qui venaient exposer leurs œuvres qui avaient été fabriquées ailleurs dans leurs ateliers souvent et qui les exposaient le temps d'un été. Et donc on a voulu renverser la vapeur en disant non, vous venez ici et vous fabriquez vos œuvres sur place. En tout cas avec le lieu et en connaissance de cause et en ayant choisi un site. Et voilà, le site existait avant l'œuvre et pas l'inverse. Et ça c'est peut-être inédit. Aussi peut-être la pluralité effectivement des langages ou bien des disciplines de l'art contemporain. Donc on s'est éloigné de la sculpture. Il y a de la sculpture, mais soit elle est détournée, soit elle est voilà. Il y a aussi du son. Et puis il y a un parc qui est magnifique à visiter. Et effectivement, c'est un parc avec des arbres bicentenaires et qui a été très peu modifié, très peu touché et qui est juste absolument incroyable avec une vue sublime sur B et sur les sommets environnants. And these lines connect also sacred places and many natural also entities like mountains. Alors là, je me trouve avec Héloïse Gelling en face d'un grand cercle creusé dans la prairie en forme de marche. Je m'approche. Voilà, Héloïse est dans la tranchée. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'empreinte numéro 3. C'est donc une empreinte, vous avez fait 3 empreintes dans le parc, c'est ça? Exactement, avec Marc Rickling, on a décidé d'intervenir comme des architectes en s'adressant aux visiteurs et visiteuses, en leur proposant des dispositifs pour habiter de manière très littérale le parc. Vous pouvez nous décrire ce qu'on voit là, où on se trouve exactement? Alors, cette empreinte-là, c'est un peu l'empreinte majeure. Donc, on se trouve sur un plateau en contrebas de la buvette qui domine les toits de la ville de B, qui donne à apparaître juste le magnifique clocher en pierre de l'église. Et ce cercle de plus de 5 mètres de diamètre, il a été creusé en 2 marches. Ce qui permet d'isoler un grand îlot central qui fait office de table et de s'asseoir toutes et tous autour pour se réunir, se retrouver en fin du parcours pour boire un coup, profiter des différentes vues. Donc on a évidemment cette vue principale sur la ville et la vallée au fond, la vallée de Trois-Torrents. Mais on peut s'asseoir aussi à différents endroits du cercle et profiter d'autres dégagements sur la dent de Morcle ou pourquoi pas sur les vignes et même sur les constructions du site. Alors si on s'assied, qu'est-ce qui se passe? On a un horizon qui est vraiment tracé par la table et par la ligne en face là. Voilà, on a vraiment une vue qui est pas donnée très souvent, qui est au niveau du sol. Est-ce qu'il y a une thématique dans cette triennale ou est-ce que les artistes sont laissés libres? Alors la thématique c'est les génies du lieu. Et les génies du lieu, ça veut dire, en gros, ça veut dire beaucoup de choses. Mais c'est vraiment, quand on est arrivé dans ce parc, c'était clair qu'on n'arrivait pas dans un espace vierge et qu'on allait devoir composer avec ce qui était existant, l'existant visible et non visible, parce qu'on sent bien qu'il y a une couche incroyable, autant évidemment géologique, botanique, il y a le non-vivant avec les animaux, il y a la mémoire des personnes qui sont venues ici, il y a les personnes qui en prennent soin de ce parc, les personnes qui y habitent aujourd'hui. Enfin, il y a une couche comme ça de assez dingue, assez riche, enfin assez dense, et on a presque envie de dire que le lieu est chargé. Et du coup, on ne pouvait pas faire l'impasse de ne pas travailler avec ce matériau-là. Et donc, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que les œuvres
les artistes ont travaillé sur à peu près, on va dire ça comme ça, un peu 3 plans différents. Il y a effectivement le plan très physique avec cette matérialité, que ce soit les couches géologiques, que ce soit avec les vues, les perceptions qu'on a, avec nos sens, toutes ces œuvres qui impliquent le corps. Après, vous avez aussi toutes les œuvres qui impliquent l'héritage, le patrimoine, justement ces œuvres qui font référence à ces gens qui sont venus sur place. Vous avez aussi le cheval d'Olivier Stoppé et de sa fille Lara Stoppé, qui sont en fait des génies du lieu aussi, puis ce sont des artistes qui sont intervenus depuis de nombreuses éditions et qui vraiment ont travaillé aussi avec l'idée que des animaux, des chevaux de trait ont travaillé sur ce site qui n'existe plus, mais quelque part leur trace est encore là. Donc c'est aussi un héritage. Après, évidemment, il y a toutes ces personnes qui ont été inspirées par le passé colonial, je veux dire ces Anglais qui sont venus ici, qui ont été chercher ces essences ailleurs. Donc il y a la question de la dimension de la mondialisation avant l'heure, du travail aussi invisibilisé des femmes. C'est une thématique qui est chère à Ishita Chakraborty, qui est d'origine indienne, qui parle du géranium, le géranium qui est aussi une plante qui est devenue symbole de la Suisse alors que c'est une plante sud-africaine. Tout comme le palmier d'ailleurs. Tout comme le palmier, etc. Exactement. Il est aussi connu comme le palmier tessinois. En fait, c'était le palmier qui se vendait chez Landy et chez Hobby. Alors là, je suis avec Yann Gross. On est au milieu du parc. Il y a un petit chalet, une sorte de petit chalet qui a l'air très suisse, très Heimatstyle. Et puis à l'intérieur, quand on s'approche, on découvre qu'il y a un palmier tout seul, dans une sorte de caisse. Et puis autour, il y a des miroirs avec une forêt. Et on a l'impression d'être dans une forêt de palmiers. 2 ans est devenu illégal, interdit, parce qu'en fait, c'est une espèce extrêmement invasive. Et donc en fait, cette installation, elle parle un peu du déplacement des plantes et puis un peu du retour de flamme que parfois on se prend en tant qu'être humain à vouloir déplacer les choses et penser qu'en fait on peut tout maîtriser. Et donc là, en fait, on a actuellement des invasions de palmiers dans les forêts du Tessin, à tel point que ça devient une sorte de jungle chinoise. Et donc on joue dans cette installation entre ce petit cabanon qui est très suisse et lorsqu'on rentre à l'intérieur, on se retrouve en fait dans une forêt jungle tessinoise remplie de palmiers qui s'étend à perte de vue, puisqu'on a un système avec des miroirs qui font qu'on a cette invasion à l'intérieur, mais en même temps qui est très contrôlée, puisqu'en fait on ne peut plus mettre ce palmier à l'extérieur officiellement, donc on est obligé de l'enfermer. Et puis ça parle aussi un peu de ce déplacement des plantes, puisqu'à l'époque les premières plantes, surtout venues d'Asie, à l'époque de l'Empire britannique, lorsqu'il avait toutes ces colonies, avait mis en place une caisse de ward qu'on appelle, c'est l'ancêtre du terrarium, et c'était en fait, c'est avec cette invention qu'on a découvert la manière dont on pouvait déplacer les plantes d'un continent à l'autre sans qu'elles meurent pendant le trajet, en fait, parce qu'on était en bateau. Et donc on revient en fait un peu à cette idée donc cette cabane, elle symbolise aussi un peu cette idée du déplacement et de la caisse. Différentes sortes de palmiers racontent des histoires sur notre manière de vivre. Et donc ici on a un cas de figure qui est justement un palmier d'origine chinoise, qu'on connaît en Suisse. Sur des problématiques aussi qui sont très contemporaines. Je parlais de la colonie, du colonialisme, mais du verdissement des Alpes avec Pauline Julier, enfin qui projette en fait cette couleur verte sur le sommet de nos montagnes. Il semblerait que le vert va dominer dans les prochaines années. Aussi, je crois que c'est lié à une algue. Donc, il y a aussi beaucoup d'influences liées à la science. Enfin, voilà. Donc, on est dans un lieu qui est où on relie la nature et la culture de façon très... On tisse un lien entre nature et culture. On a souvent tendance à opposer ces deux choses. Ici, c'est très fort. L'un ne vit pas sans l'autre. Ce parc est à la fois nature et culture. Et en fait, les œuvres qui sont proposées dans ce parc ont tous ce lien, enfin vraiment entrent en dialogue avec le parc et se répondent et nourrissent en fait ce dialogue entre nature et culture. Et je crois que c'est ce qui définit nous humains, c'est qu'on on est rien l'un sans l'autre. Nature, culture, mais aussi une bonne dose de connaissances scientifiques, historiques. Donc on apprend beaucoup de choses en fait en se baladant dans le parc.
Exactement, c'était l'idée de donner aussi des clés de lecture aux personnes qui viennent ici sur des notions de géobiologie, de biologie, de géobiologie aussi, parce qu'il y a cette thématique, de botanique. D'ailleurs, on va faire des visites guidées avec des botanistes, mais évidemment aussi le paysage qui est au cœur de ma pratique, le paysage, et de raconter en fait quelles sont les spécificités de ce lieu. C'est vrai que l'histoire de l'architecture du paysage est très jeune, et si on arrive à amener quelques notions ou à montrer quelques spécificités de ce lieu, c'est avec grand plaisir. Et donc l'exposition, elle dure jusqu'à la fin de l'été, début d'automne. Elle est ponctuée d'événements. Un week-end par mois, on organise ici des visites guidées, des rencontres, des ateliers d'ancrage, notamment avec Cédric Bregnard et les Racines du Ciel. C'est un paysage qu'on va pouvoir, que les participantes vont pouvoir ancrer avec eux, mettre de l'encre dessus pour en révéler quelque chose. Et il y aura des ateliers de peinture paysagère aussi avec Alexandre de Broca. Il y a toute une série en fait d'événements. Il y a les artistes qui vont revenir pour des dialogues, des talk-shows, plutôt des échanges, des tables rondes. Donc voilà, il y aura une série d'événements tout public. Il y a aussi des ateliers pour les enfants. Alors rendez-vous au parc de Sillacy. Rendez-vous au parc de Sillacy, c'est tapé, jusqu'à fin septembre. Merci beaucoup pour la visite. Merci beaucoup Marc. Architecture, ingénierie, paysage, urbanisme, patrimoine. Vous écoutez Baoculture Radio, des podcasts dédiés à la culture du bâti, à retrouver et écouter sur espatium.ch. Merci beaucoup pour la visite.